Paris, 25 ans. C'est mon âge. Et Paris, c'est mon sang, mon âme, ma muse. Je m'appelle Léa Moreau. Fille d'ouvriers et de femme de chambre, j'ai grandi dans le 19e arrondissement, loin des lumières de la haute couture que je rêvais d'atteindre. Mon royaume était fait de tissus chinés au marché Saint-Pierre, de croquis griffonnés sur des carnets usés, de nuits passées à la machine à coudre sous le regard bienveillant de ma mère. La mode pour moi n'était pas un simple caprice, mais une obsession, une nécessité, une voie vers un autre monde. J'avais intégré l'ESMOD, l'une des écoles de design de mode les plus prestigieuses de France, sur dossier. Pas grâce à un carnet d'adresses bien fourni ou à des parents influents, mais par la force de mon talent brut, de mes heures passées à apprendre, à dessiner, à créer. Chaque point de couture, chaque coupe, chaque drapé était le fruit d'un travail acharné, d'une soif d'apprendre insatiable. Ma famille, modeste mais d'une générosité sans faille, avait tout sacrifié pour que je puisse suivre mes rêves. Mes parents avaient cumulé les heures supplémentaires. Mon petit frère, Théo, avait renoncé à des sorties pour que je puisse acheter mes fournitures. Je portais leurs espoirs sur mes épaules, et cela me donnait une force inouïe. Le jour de la remise des diplômes approchait, une date gravée en lettres d'or dans mon esprit. Ce n'était pas seulement la fin de mes études, c'était la promesse d'un nouveau départ, la concrétisation d'un rêve fou. Depuis des mois, la rumeur courait, une place de stagiaire assortie d'une bourse d'excellence au sein de la maison Dior, rien de moins. C'était le Graal pour n'importe quel jeune designer. Une opportunité unique de percer, de mettre un pied dans ce monde hermétique de la haute couture. Les professeurs, les assistants, même le proviseur, Monsieur Dubois, un homme austère, aux allures de gravure de mode, m'avait laissé entendre que cette place était pour moi. Mon portfolio, innovant et audacieux, avait fait sensation. Mes concepts, mélangeant l'élégance intemporelle parisienne avec une touche de modernité urbaine, avaient été salués par le jury. Je me sentais flotter sur un nuage d'excitation et d'appréhension. C'était la chance de ma vie, l'opportunité de changer mon destin et celui de ma famille. Je me voyais déjà, mes doigts effleurant les tissus nobles, mon esprit bouillonnant d'idées, apportant ma vision à une maison légendaire. Je me voyais offrant à mes parents le voyage qu'ils n'avaient jamais pu s'offrir, aidant Théo à réaliser ses propres ambitions. Ce n'était pas seulement une question de carrière, c'était une question d'honneur, de reconnaissance de tous les sacrifices consentis. La veille de la cérémonie, le stress était palpable. Je répétais mon discours de remerciement dans ma tête, un mélange de gratitude et de fierté. Mes parents avaient acheté de nouveaux vêtements pour l'occasion. Théo avait repassé sa chemise avec un soin inhabituel. Nous étions tous sur le pont, prêts à célébrer. C'était notre victoire, la victoire de toute une famille. Je me rappelais les heures passées à travailler, les nuits blanches, les moments de doute où j'avais failli tout abandonner. Mais j'avais tenu bon. Poussé par une force intérieure, par la conviction que le talent, le travail et la persévérance finiraient par payer. J'avais combattu les préjugés, les regards condescendants des étudiants aux noms célèbres, les sourires moqueurs. J'avais prouvé ma valeur, jour après jour, croquis après croquis, défilé après défilé. Le jour de la remise des diplômes, je me réveillais avec une énergie nouvelle, un mélange de trac et d'excitation. Le grand jour était enfin là. La salle de cérémonie était bondée. Mes parents et Théo assis au 3e rang, leurs visages rayonnants de fierté. Leur sourire était ma plus belle récompense. Le proviseur Dubois, imposant dans son costume de cérémonie, commença son discours. Des mots solennels sur l'excellence, l'avenir, la créativité. Je l'écoutais à peine, mon esprit déjà projeté vers l'annonce. Ce moment où mon nom serait prononcé, où mon rêve deviendrait réalité. Mon nom. Léa Moreau. La jeune femme de 25 ans qui avait osé rêver grand et qui, contre toute attente, avait réussi. Mais alors que le proviseur arrivait au moment tant attendu, la révélation de la bourse d'excellence et du stage, un frisson me parcourut. Son regard, jusque-là altier, devint fuyant. Sa voix, qui résonnait habituellement avec assurance, se fit hésitante. Un malaise palpable flottait dans l'air.
Mon cœur commença à battre la chamade. Un mauvais pressentiment m'envahit. Quelque chose n'allait pas. La tension était à son comble. Je sentais les regards se poser sur moi, des regards interrogatifs, et d'autres curieusement triomphants. Particulièrement celui de Chloé Dubois, assise quelques rangs devant moi, un sourire énigmatique aux lèvres. Je ne savais pas encore que, dans quelques instants, mon monde allait basculer, que le rêve que j'avais tant caressé allait être brisé en 1000 morceaux, publiquement, brutalement, et que, dans ce chaos, je trouverais une force que je ne soupçonnais pas. Le chemin vers l'ESMOD n'avait pas été une promenade de santé. Chaque étape avait été une lutte, un défi. Enfant, je me souviens des moqueries de certains camarades de classe sur mes vêtements, souvent rapiécés par ma mère ou achetés en solde. « Léa, tu ressembles à un chiffon !» me lançait une petite fille aux vêtements de marque. À l'époque, ces mots me blessaient. Mais ils ont aussi allumé en moi une flamme. Le désir ardent de créer la beauté, d'habiller les gens avec dignité, quelle que soit leur origine. Mon admission à l'ESMOD fut une victoire, mais aussi le début d'un autre combat. Le monde de la haute couture est un milieu impitoyable, élitiste. J'y ai découvert un univers où le talent ne suffisait pas toujours. Les couloirs de l'école résonnaient des noms de familles célèbres, des rumeurs de stages offerts, par papa et maman, des places réservées, avant même les examens. J'étais l'exception, la bête curieuse, la fille du peuple qui avait réussi à s'immiscer dans ce club très fermé. Les défis furent nombreux. Le financement d'abord. Les frais de scolarité étaient astronomiques pour ma famille. Mes parents se privaient de tout. Mais aussi, j'avais dû prendre des petits boulots, serveuse le soir, vendeuse le week-end, pour payer mes fournitures, mes tissus. Je me souviens de ces nuits blanches, à jongler entre mes cours, mes devoirs et mes emplois, mon corps épuisé, mais mon esprit résolu. Puis, il y avait le mépris social, subtil mais omniprésent. Les étudiants issus de familles aisées, avec leurs sacs de créateurs et leurs voitures de sport, me regardaient avec un mélange de curiosité et de condescendance. « Léa, tu n'es pas fatiguée de travailler tout le temps? Pourquoi tu ne demandes pas à tes parents ?» me lançait Chloé Dubois, la fille du proviseur, un sourire narquois aux lèvres. Chloé, avec son air hautain et ses airs de princesse de la mode, était ma principale rivale. Ses parents, des piliers de la mode parisienne, le père, proviseur de l'école, la mère, une créatrice de renom. Pour elle, tout était facile, tout était dû. Nos styles étaient diamétralement opposés. Elle créait des tenues flamboyantes, tape à l'œil, visant la célébrité instantanée. Moi, je cherchais l'élégance intemporelle, l'innovation discrète, la beauté du geste, la perfection de la coupe. Mes créations, souvent inspirées par les rues de Paris, par les gens que je croisais, par l'art, étaient saluées par les professeurs pour leur originalité et leur profondeur. Celle de Chloé était efficace, mais manquait d'âme. Le proviseur Dubois, son propre père, était un homme d'apparence impartiale. Il saluait mes efforts, reconnaissait mon talent. « Léa, vous avez une vision unique. Continuez comme ça. » Ces mots étaient un baume pour mon âme, une confirmation que mon travail était reconnu, malgré les obstacles. Mais le favoritisme existait. Je le sentais, je le voyais, les stages prestigieux qui allaient toujours aux enfants des riches, les opportunités offertes à ceux qui avaient déjà un pied dans la porte. C'était la loi tacite du milieu, une loi que j'avais toujours refusé d'accepter. Je croyais en la méritocratie, en la force du talent pur. L'annonce de la bourse Dior, ce Graal, avait été pour moi la preuve que la méritocratie pouvait exister, même dans ce milieu. C'était la récompense de mes années de sacrifice, la reconnaissance de mon talent. Je m'étais battue pour cette place, pour cette opportunité. J'avais passé des nuits blanches à perfectionner mon portfolio, à affiner mes concepts, à imaginer la collection qui allait me propulser vers l'avenir. Le jour du grand oral, j'avais donné le meilleur de moi-même. Mon discours était passionné, mes créations audacieuses. Le jury, composé d'experts de la mode, avait semblé conquis. Le proviseur Dubois lui-même avait un sourire approbateur. J'avais senti que c'était bon, que c'était ma place. Pourtant un doute subsistait.
Chloé, après mon oral, m'avait lancé un regard énigmatique. « Tu as bien travaillé, Léa, mais parfois, la vie réserve des surprises. » Son sourire était suffisant, sa voix pleine d'une assurance qui me mettait mal à l'aise. J'avais balayé ses mots. Elle était juste jalouse, pensais-je. Elle ne pouvait pas accepter que la fille du peuple puisse la surpasser, même par son talent. J'avais trop d'estime pour le proviseur du bois, trop de foi dans l'intégrité de l'école pour imaginer une injustice pareille. Mais l'histoire de l'injustice n'est pas linéaire. Elle est faite de petites pierres, de petits compromis, de petites trahisons qui s'accumulent jusqu'à former un mur infranchissable. Et je sentais que ce mur était en train de se dresser devant moi, un mur invisible, fait d'influence, de pouvoir et d'argent. Un mur que je m'apprêtais à affronter, à main nue, le jour de ma remise de diplôme. Les semaines précédant la remise des diplômes furent étranges, chargées d'une atmosphère lourde et d'une tension latente. C'était comme si l'air de l'ESMOD s'était épaissi, imprégné d'un malaise indéfinissable. Des petits signes, anodins en apparence, commencèrent à s'accumuler, formant une toile d'araignée autour de mon rêve. D'abord, il y eut les regards. Les professeurs, d'habitude si directs et enthousiastes avec moi, devinrent évasifs. Leur sourire était forcé, leurs compliments un peu trop prudents. Je me souviens du professeur de stylisme, Monsieur Lefebvre, un mentor qui avait toujours cru en moi. Il m'avait croisé dans un couloir, ses yeux avaient esquivé les miens. « Léa, continuez à travailler. C'est important. » Il m'avait brossé l'épaule d'une façon maladroite, comme s'il s'excusait d'avance. Puis, il y eut la bibliothèque. Mes cahiers de croquis, mon précieux portfolio, les épreuves de mon travail de fin d'études, je les avais laissés un soir sur une table, sous la surveillance du bibliothécaire. Le lendemain, en les récupérant, j'ai eu l'impression qu'ils avaient été déplacés, consultés. Des pages étaient légèrement froissées, un élastique défait. Une petite anxiété me saisit. Est-ce que quelqu'un avait copié mes idées, volé mes concepts? J'avais cherché à rassurer le bibliothécaire qui m'avait assuré que personne n'avait touché à mes affaires. Mais l'impression de violation persistait. Chloé, ma rivale éternelle, devint de plus en plus arrogante. Son attitude était insupportable. Elle se promenait dans les couloirs avec un sourire suffisant, ses conversations avec ses amis se faisant plus bruyantes, plus triomphantes. Mon père dit que les choses sont bien en place. Pas de souci pour l'avenir. Elle me lançait des regards en coin, des regards pleins d'une satisfaction maligne, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Un après-midi, alors que j'étais à l'atelier, travaillant sur une pièce pour un projet personnel, j'entendis une conversation entre Chloé et une de ses amies. Enfin, il était temps. Papa a dû batailler, mais c'est réglé. La place est pour moi. Dior, c'est ce que je voulais depuis le début. Mon cœur se serra. Avais-je mal entendu? Était-ce une blague cruelle? Je me suis approché discrètement. Chloé me vit et son sourire s'élargit, un sourire de pure malice. « Oh Léa, tu ne devrais pas écouter aux portes. Mais puisque tu es là, je crois que tu peux me féliciter. Le stage Dior, il est pour moi. Mon père a dû s'impliquer, tu comprends. Le mérite, c'est bien, mais les relations... » Elle haussa les épaules, un air de fausse compassion sur son visage. « Tu feras sûrement quelque chose d'autre, Léa. Peut-être dans une petite boutique ?» Mon sang ne fit qu'un tour. La colère, l'indignation me submergeaient. Mais aussi la peur que ce qu'elle disait soit vrai. La peur que mon rêve, mon travail, mes sacrifices soient réduits à néant par un simple coup de fil, par une simple influence. J'avais confronté le proviseur du bois. Je l'avais arrêté dans un couloir, mon cœur battant la chamade. « Monsieur le proviseur, Chloé me dit que le stage Dior est pour elle. C'est vrai ?» Son visage, habituellement si impassible, se crispa. Il détourna le regard. « Léa, les décisions sont complexes. Il y a eu des ajustements, des changements de dernière minute. Nous annoncerons tout le jour de la cérémonie. » Son ton était sec, évasif. Il avait fui mon regard, ma question directe. C'était une confirmation. Je sentis une anxiété grandissante. Un sentiment d'injustice montait en moi. Ma tête tournait, la peur de la trahison, de la manipulation. Toute ma vie, j'avais cru en la force du travail, du talent. Mais ce monde de la mode était-il si corrompu? J'avais raconté mes craintes à mes parents.
Ma mère, le visage attristé, m'avait serré la main. « Ma chérie, ne te décourage pas. Ton talent, personne ne peut te le voler. » Mon père, lui, était furieux. « C'est de l'injustice. Il faut se battre, Léa. » Mais comment se battre contre un système invisible, contre l'influence, contre l'argent, contre le père de mon adversaire, qui était aussi le proviseur de mon école? Je me sentais impuissante, mon rêve glissant entre mes doigts comme du sable. La veille de la remise des diplômes, je n'avais pas dormi. Les mots de Chloé, le regard fuyant du proviseur, les murmures des autres élèves, tout tournait en boucle dans ma tête. La pression était à son comble. Je savais que le lendemain serait un jour décisif, un jour de consécration ou un jour d'humiliation. Je me sentais prête à affronter n'importe quelle adversité. Mais l'idée d'être publiquement dépossédée de mon mérite, de voir mon rêve brisé devant mes parents, mes amis, toute l'école, était une douleur que je ne savais pas comment gérer. Je n'avais pas de plan, juste une rage sourde, une indignation profonde, et la conviction que la vérité, même dans ce monde corrompu, finirait par éclater. Je me sentais une guerrière, mais une guerrière sans armes, face à un ennemi invisible et puissant. Le rideau allait se lever, et je ne savais pas encore comment j'allais réagir. Les jours précédant la cérémonie, je me suis sentie comme dans un brouillard. La rage que j'avais ressentie face à Chloé et à la fuite du proviseur s'était muée en un doute profond, insidieux. J'avais toujours cru en la force du mérite, en la justice. Mais ce monde de la mode, que j'avais idéalisé, était-il si différent de celui que ma famille avait fui? Était-ce une façade derrière laquelle se cachaient le népotisme et la corruption? Je me suis remise en question encore et encore. Avais-je été naïve? Avais-je trop espéré? Mon talent était-il vraiment suffisant face à l'influence et à l'argent? J'avais passé des années à travailler, à me sacrifier, à croire que mon acharnement serait récompensé. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Mon portfolio, que j'avais contemplé avec tant de fierté, me semblait soudain vide de sens. Mes croquis, mes créations, mes idées, étaient-ils vraiment originaux ou simplement le fruit d'une ambition démesurée? Je me sentais dévalorisée, mon estime de moi s'effritant sous le poids de l'incertitude. Les nuits étaient peuplées d'angoisse. Je me réveillais en sueur, hantée par des scénarios d'humiliation publique. Le visage triomphant de Chloé, le regard fuyant du proviseur, la déception dans les yeux de mes parents. L'idée de les voir souffrir à cause de mon échec était insupportable. Je me suis souvenue des sacrifices de ma famille. Mon père, son dos brisé par le travail. Ma mère, ses mains usées par le ménage. Mon frère, ses rêves mis de côté pour me permettre d'étudier. J'avais le devoir de réussir, de les rendre fiers. Et si je les décevais? Si tout ce qu'ils avaient fait était vain? Le doute était une plaie ouverte, une infection qui rongeait mon âme. J'avais toujours été une battante, une optimiste. Mais cette fois, l'adversaire était invisible, insaisissable. Un système. Comment lutter contre un système? J'avais tenté de parler à mes amis, mais mes mots sonnaient creux. Ils me rassuraient, me disaient que j'étais la meilleure, que la place était pour moi. Mais leurs mots, aussi sincères soient-ils, ne pouvaient dissiper la peur qui me rongeait. Je me suis sentie isolée, seule face à cette injustice rampante. Mon identité de jeune femme parisienne, libre et frondeuse, était ébranlée. J'avais grandi avec l'idée que Paris était la ville des possibles, la ville où le talent pouvait s'épanouir. Mais ce rêve était-il réservé à une élite? Pourtant, au milieu de ce désespoir, une étincelle a vacillé. Une petite voix au fond de moi me disait de ne pas céder, de ne pas laisser la peur me paralyser. J'avais toujours lutté, toujours avancé, même quand les obstacles semblaient insurmontables. Je me suis souvenu de ma mère, ses mains rudes mais si douces, me disant « Léa, la dignité, c'est ce que personne ne peut te voler. » Et mon père, son regard fier. Une Moreau ne baisse jamais la tête. Leurs mots étaient un baume pour mon âme, un rappel de mes racines, de mes valeurs. Le doute était là, oui, mais il était désormais accompagné d'une colère sourde, d'une indignation profonde. Si la méritocratie n'existait pas, alors je la ferais exister. Si le système était corrompu, alors je le dénoncerais. Si mon talent était vendu, alors je prouverais qu'il était inestimable. Je n'avais pas de plan précis, juste la conviction que je ne pouvais pas rester silencieuse. Pas quand ma dignité,
l'honneur de ma famille et la justice étaient en jeu. Le jour J, la remise des diplômes, n'allait pas être un jour de défaite. Ce serait un jour de vérité, une vérité que je serais prête à crier, même si ma voix tremblait. L'air de la grande salle de l'ESMOD était épais, saturé de l'odeur des fleurs, des parfums coûteux et d'une tension palpable. Le proviseur Dubois, un homme dont le nom était synonyme de pouvoir dans ce milieu, rayonnait d'une fausse solennité, son discours sur l'excellence et l'avenir résonnant dans mes oreilles comme un lointain bourdonnement. Mais mon cœur battait la chamade, préfigurant l'orage qui allait éclater. Mes parents et Théo, mes plus fidèles soutiens, étaient assis au 3e rang, leurs visages illuminés par la fierté. Leur sourire, leur regard étaient ma force. Je sentais la pression de leur sacrifice sur mes épaules, et la nécessité de ne pas les décevoir me donnait le courage d'affronter l'inévitable. La cérémonie suivait son cours. Les noms des diplômés s'égrenaient, chacun montant sur scène pour recevoir son précieux parchemin. Je les regardais défiler, leurs visages emplis de joie, leurs rêves d'avenir peints dans leurs yeux. Je me voyais à leur place, mon diplôme à la main, mon rêve Dior enfin concrétisé. Puis vint le moment tant attendu, l'annonce des bourses d'excellence et des stages prestigieux. Le proviseur Dubois prit une pause, son regard balayant l'assemblée. Un silence respectueux s'installa. C'était le moment de ma consécration. Cette année, commença le proviseur, sa voix grave, une opportunité exceptionnelle est offerte à l'un de nos étudiants les plus méritants. Un stage d'excellence au sein de la prestigieuse Maison Dior, assorti d'une bourse. Mon cœur s'emballa. Mon nom allait être prononcé. Léa Moreau. Le proviseur prit une autre pause, un peu trop longue. Son regard croisa le mien, puis s'enfuit, fuyant la confrontation. Ses yeux s'attardèrent un instant sur Chloé Dubois, ma rivale, qui était assise au 1er rang, un sourire triomphant aux lèvres. Un frisson me parcourut, le doute, l'angoisse, la certitude de la trahison. Puis, il prononça les mots. Des mots qui résonnèrent dans la salle comme un couperet, brisant mon rêve en 1000 éclats. « Léa Moreau, dit-il, sa voix étonnamment plate, nous tenons à saluer votre travail exceptionnel et votre dévouement. Cependant, suite à des restructurations internes et à des décisions administratives de dernière minute, votre place. » Il fit une pause. Mon cœur se serra, les battements résonnant dans mes oreilles. Je sentais le sang se retirer de mon visage. Votre place a été attribuée ailleurs. Le silence qui suivit fut assourdissant, un silence lourd de choc et d'incompréhension. Ma mère laissa échapper un petit cri étouffé. Mon père se redressa, furieux. Théo, ses yeux ronds d'enfant, ne comprenait pas. Le proviseur, évitant mon regard, poursuivit. C'est avec une grande joie que nous annonçons que cette bourse d'excellence et ce stage Dior sont attribués à Mademoiselle Chloé Dubois. Un murmure parcourut l'assemblée. Des applaudissements timides, forcés, s'élevèrent. Chloé monta sur scène, son visage illuminé par un sourire éclatant, un sourire de pure victoire. Elle serra la main de son père, le proviseur, puis embrassa les membres du jury, son regard triomphant s'attardant sur moi. Un regard de pure condescendance. Mon monde s'écroula. Mon rêve brisé, mon travail, mes sacrifices, réduits à néant par un simple coup de fil, par l'influence, par l'argent. L'humiliation était publique, brutale, dévastatrice. Je sentis mes jambes flageoler, mon corps se vider de toute énergie. Les visages flous de l'assemblée, les regards pitoyables de certains, les sourires satisfaits d'autres, tout cela tourbillonnait autour de moi. Mais au milieu de ce chaos, une étincelle, une rage froide, une indignation féroce. Non, je ne pouvais pas accepter ça. Je n'étais pas une victime, je n'allais pas me taire. Mes yeux se posèrent sur le micro, posé sur le pupitre du proviseur. Une idée folle, une impulsion irrépressible. Une force que je ne soupçonnais pas me traversa. La rage, l'injustice, les sacrifices de ma famille, tout cela m'avait donné une force inouïe. Sans réfléchir, je me levai. Mes jambes, qui tremblaient un instant plus tôt, étaient fermes, résolues. Je marchais vers le pupitre, mon regard fixé sur le micro, le proviseur, Chloé, l'assemblée.
Mon père tenta de m'arrêter, sa main sur mon bras. « Léa, non, non, papa !» dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Je ne me tairai pas. Je pris le micro, sa surface froide dans ma main. Le silence retomba, pesant, inattendu. Tous les regards étaient fixés sur moi. Le proviseur, pâle, Chloé, son sourire figé, mes parents, les yeux remplis d'inquiétude. Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant la chamade, ma voix prête à briser le silence. Le catalyseur avait frappé, et la vieille Léa, celle qui s'était tue, était morte. La nouvelle Léa était prête à crier la vérité, une seule phrase, mais une phrase qui allait suspendre le temps et révéler l'étendue de l'injustice. Le micro était lourd dans ma main, sa surface froide contrastant avec le feu qui brûlait en moi. Le silence dans la salle était assourdissant, rompu seulement par le cliquetis d'une chaise, le froissement d'un programme. Tous les regards étaient fixés sur moi. Le proviseur Dubois, pâle et tendu, Chloé, son sourire triomphant figé dans une expression d'incrédulité et d'agacement, mes parents, les yeux remplis d'inquiétude et de fierté mêlée. Mon cœur battait la chamade, tambourinant dans ma poitrine, mais mes mains ne tremblaient plus. Une force inattendue m'avait envahi, une force puisée dans des années de lutte, de sacrifice, d'injustice. Ce n'était plus la Léa hésitante, doutant de son mérite, qui se tenait là. C'était la Léa Moreau du 19e, celle qui ne laissait personne la rabaisser. Je cherchais du regard Théo, mon petit frère. Il était là, les poings serrés, son visage d'enfant reflétant ma propre rage. Puis mes parents, leurs visages marqués par la vie, mais leurs yeux brillants d'un soutien inconditionnel. C'était pour eux, pour tous ceux qui avaient cru en moi, que je devais parler. Pour tous ceux qui, comme moi, avaient été victimes de ce système opaque et injuste, je vis quelques têtes hocher discrètement dans l'assemblée. Des camarades, des professeurs qui m'avaient soutenu, des regards compréhensifs. Mon ancien professeur de stylisme, Monsieur Lefebvre, me fit un signe presque imperceptible, un encouragement silencieux. Il était là, lui aussi, en train d'assister à la mascarade. Le proviseur Dubois tenta de reprendre le contrôle, sa voix hésitante résonnant dans le micro, restée allumée sur le pupitre. « Mademoiselle Moreau, je pense que vous devriez retourner à votre place. La cérémonie doit se poursuivre. » Son regard suppliant rencontra le mien. Il avait peur, peur de la vérité, peur du scandale. « Monsieur le proviseur, » dis-je, ma voix, d'abord un peu tremblante, se raffermissant à chaque mot. Chaque syllabe résonnait dans le silence tendu. C'était la première fois que je prenais la parole en public, sans un plan, sans un texte préparé, juste l'urgence de me faire entendre. L'assemblée retenait son souffle. On entendait les cliquetis des photographes, les chuchotements étouffés. C'était mon moment, le moment de transformer l'humiliation en déclaration. Mes yeux balayèrent la salle, se posant un instant sur Chloé. Son sourire avait totalement disparu, remplacé par une expression de panique. Elle semblait comprendre que son petit jeu était sur le point de s'effondrer. Elle me regarda avec une fureur contenue, comme si elle voulait me réduire au silence par la seule force de son regard. Mais je n'étais plus la Léa intimidée. J'étais la Léa qui se battait. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids des années de sacrifice, des nuits blanches, des rêves portés par ma famille. Je sentais la rage des injustices vécues, le mépris des privilèges non mérités. Tout cela bouillonnait en moi, prêt à exploser. C'était mon moment. Le défi était immense. Défaire des années de non-dits, de compromis, de silence. Me battre contre le pouvoir, l'argent, l'influence. Mais je n'étais pas seule. J'avais le soutien de ma famille, de mes amis, de quelques âmes justes dans cette salle. Et j'avais la force de la vérité. Le micro dans ma main était devenu une arme. Mon cœur, mon bouclier. Et mes mots, ma flèche. La salle entière était suspendue à mes lèvres. Le temps semblait s'être arrêté. Je sentais l'adrénaline monter, mais aussi une clarté nouvelle. Chaque visage dans l'assemblée, chaque regard, était une interpellation silencieuse. Je n'étais pas seule. Mon regard croisa celui de Monsieur Lefebvre, mon professeur. Ses yeux, d'habitude si doux, étaient remplis d'une intense approbation. C'était un signe, une validation. Il était avec moi,
Je me souvenais de nos longues discussions sur l'authenticité de la création, sur la nécessité de défendre sa vision. Il m'avait toujours enseigné que le talent ne devait pas se prostituer. À mes côtés, mon père s'était levé. Son visage, bien que toujours inquiet, affichait une détermination farouche. Ma mère, les larmes aux yeux, me faisait un signe d'encouragement. Théo, mon petit frère, serrait le poing, son regard rempli d'admiration. Ma famille, mon sang, était là, unis, derrière moi. Ils étaient là ma première ligne de défense, ma force inébranlable. Je pris une autre inspiration, la détermination se solidifiant en moi. Je n'avais pas de plan précis, pas de discours préparé, mais j'avais ma vérité. Et cette vérité, je devais la crier. Je me souvenais des conversations avec d'autres étudiants, des murmures sur les injustices, les favoritismes, les stages achetés, des rêves brisés, des talents ignorés. Je n'étais pas la première, et si je ne parlais pas, je ne serais pas la dernière. C'était pour tous ces talents silencieux, toutes ces voix étouffées, que je devais parler. Le proviseur du bois, pâle et nerveux, tenta une dernière fois de me couper. « Mademoiselle Moreau, je vous en prie, ne faites pas de scène. Nous pourrons discuter de tout cela en privé. » Sa voix était un mélange de panique et d'autorité. « En privé ?» rétorquai-je, ma voix s'élevant, emplie d'une ironie cinglante. « En privé, monsieur le proviseur, comme toutes les décisions qui se prennent ici, loin des regards, loin des règlements, loin de la justice. » Des chuchotements parcoururent l'assemblée. Les étudiants se regardaient, des éclairs de compréhension dans leurs yeux. Ils savaient, ils avaient toujours su. Chloé Dubois, au premier rang, était maintenant debout, son visage déformé par la fureur. « Mais tu te prends pour qui, Léa Moreau? Tu n'es qu'une. » Elle tenta de proférer une insulte, mais sa voix se brisa. « Je suis une étudiante qui a travaillé sans relâche, mademoiselle Dubois, » répondis-je, mon regard fixé sur elle, ma voix forte et claire. Qui a cru en la méritocratie, en la valeur du talent? Qui a sacrifié ses nuits, ses week-ends, et qui a vu sa famille se priver pour lui permettre d'étudier? Les applaudissements éclatèrent, timides d'abord, puis plus forts, portés par les étudiants et certains membres du corps enseignant. Des applaudissements de soutien, de reconnaissance. La digue du silence était brisée. J'avais des alliés, une famille choisie qui s'était levée avec moi. Des voix, des regards, des soutiens inattendus. Leurs applaudissements étaient le ciment de ma résolution. Ils me donnaient le courage de prononcer la phrase, la seule phrase, qui allait faire basculer le destin de cette cérémonie. Je n'étais plus seule. Je portais la voix de tous ceux qui n'avaient pas osé, de tous ceux qui avaient cru que leur place n'était pas attribuée ailleurs par le mérite, mais par le privilège. Le proviseur, désarmé, ne put que me regarder. Il savait que le moment était venu. Le moment où sa vérité allait être exposée. Le micro était toujours dans ma main. La phrase était prête. Le proviseur Dubois, le visage défait, ne pouvait plus détourner le regard. Chloé, pâle et tremblante, avait les yeux rivés sur moi, son arrogance envolée. La salle était maintenant une cocotte minute, la tension palpable, l'attente insoutenable. Mon cœur battait la chamade, non de peur, mais d'une rage froide et contrôlée. Je sentis le poids de tous les regards, de toutes les attentes. Mes parents, leurs yeux brillants de fierté et d'appréhension. Mon frère, le poing levé. Mes camarades, debout, me faisant face, silencieusement solidaires. C'était mon moment, le moment de porter la voix de l'injustice. Je m'approchai du pupitre, le micro toujours dans ma main. Mes yeux, perçants, se fixèrent sur le proviseur Dubois. Je pris une profonde inspiration et d'une voix claire, forte, qui résonna dans chaque recoin de la grande salle, je prononçai les mots que j'avais tant retenus, les mots qui allaient faire basculer l'équilibre du pouvoir. Proviseur, vous avez vendu mon talent pour un chèque, mais la créativité, ça ne s'achète pas. La phrase tomba comme un coup près. Un silence de mort, encore plus profond que le précédent, s'installa. Un silence si dense qu'on aurait pu l'entendre craquer. Pas un murmure, pas un souffle. Puis, une onde de choc parcourut l'assemblée. Le proviseur Dubois, le visage déjà blême, devint livide. Il s'agrippa au pupitre, comme s'il allait s'effondrer. Ses yeux s'écarquillèrent, révélant une panique que je n'avais jamais vue en lui. L'accusation,
directe et brutale, venait de frapper sa légitimité, sa réputation, son honneur. Chloé Dubois, au premier rang, laissa échapper un petit cri étouffé, sa main portée à sa bouche. Son visage se décomposa, les larmes lui montèrent aux yeux. La vérité, crue, impitoyable, venait de l'éclabousser. Elle, la favorite, l'intouchable, était maintenant exposée comme le fruit d'une corruption, d'un népotisme flagrant. L'Assemblée, d'abord figée dans un choc stupéfiant, commença à réagir. Des chuchotements d'abord, puis des exclamations, des mouvements. Mon père se leva, son visage empli d'une fureur juste. Ma mère, les larmes coulant sur ses joues, avait un sourire éclatant. Théo poussa un cri de victoire, son poing toujours levé. Et puis, comme un seul homme, les étudiants se levèrent. Des applaudissements retentirent, forts, tonitruants, remplis d'une indignation partagée, d'une reconnaissance de mon courage. Des cris de « Bravo, Léa !»« Honte à la direction ?» fusèrent de toutes parts. La salle était en effervescence, une révolte spontanée, une libération collective. Les professeurs, pris de court, se regardaient. Certains, ceux qui m'avaient toujours soutenu, avaient les larmes aux yeux. D'autres, complices du système, étaient pâles, mal à l'aise. Le proviseur Dubois tenta de parler dans le micro, sa voix tremblante, inaudible. Il fut submergé par le tumulte, les applaudissements, les cris. Il réalisa que sa façade d'intégrité était tombée, que son autorité était anéantie. La cérémonie, qui devait être sa tribune, était devenue son tribunal. Les flashs des photographes crépitaient, immortalisant ce moment historique. Les journalistes, présents pour couvrir la remise des diplômes, se ruaient vers moi, leurs micros tendus. Ma phrase, unique, percutante, venait de suspendre le temps, de cristalliser l'instant. La vérité avait éclaté, et elle allait résonner bien au-delà des murs de l'ESMOD. Mon acte de courage venait de mettre en lumière l'ombre qui planait sur l'école, sur le monde de la mode. Mon talent n'avait pas été acheté. Il avait été vendu, mais la créativité, l'intégrité, la justice, elles, étaient inaliénables. Le climax était atteint. Le proviseur Dubois était exposé, Chloé, démasquée. Et moi, Léa Moreau, j'étais devenue, en une seule phrase, le symbole de la lutte contre le népotisme. La bataille était loin d'être terminée, mais la première escarmouche avait été gagnée. Et cette victoire, elle était collective. La phrase de Léa, « Proviseur, vous avez vendu mon talent pour un chèque, mais la créativité, ça ne s'achète pas », fut un séisme. Elle résonna bien au-delà des murs de l'ESMOD, faisant la une des journaux, des chaînes d'information et inondant les réseaux sociaux. L'enregistrement vidéo de mon intervention, filmé par des étudiants et des journalistes, devint viral en quelques heures. Mon visage, celui de la jeune femme du 19e, était partout, symbole de la lutte contre l'injustice. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices pour le proviseur Dubois. Une enquête interne fut ouverte, puis une enquête judiciaire. Les preuves d'irrégularité financière, de favoritisme et de népotisme s'accumulèrent. Les témoignages d'anciens étudiants, victimes du même système, affluèrent. En quelques jours, le proviseur Dubois fut démis de ses fonctions, puis inculpé pour corruption et abus de pouvoir. Son empire s'écroulait, emportant avec lui sa réputation et son honneur. Chloé Dubois, ma rivale, fut la première victime collatérale. Son nom fut associé au scandale, son diplôme et sa bourse Dior remis en question. La maison Dior, soucieuse de son image, annonça qu'elle retirait son offre de stage et de bourse à Chloé. La jeune femme, qui avait toujours vécu dans l'ombre de l'influence de son père, se retrouva seule, son avenir brisé, sa réputation entachée. Elle disparut de la circulation, incapable de faire face au torrent de critiques et de mépris. L'ESMOD, l'école que j'avais tant aimée, fut secouée jusqu'à ses fondations. Sous la pression de l'opinion publique et des autorités, une réforme en profondeur fut engagée. De nouveaux dirigeants furent nommés, des politiques de transparence et de méritocratie furent mises en place. L'école, qui avait longtemps été le symbole d'un élitisme opaque, s'engagea à restaurer son intégrité académique et à garantir l'égalité des chances pour tous ses étudiants.
Quant à moi, Léa Moreau, mon destin bascula du tout au tout. D'abord perçue comme une rebelle, j'étais rapidement devenue une icône, un symbole de courage et de justice. Les journalistes se pressaient à ma porte, les émissions de télévision m'invitaient, les articles saluaient mon intégrité et mon talent. La Maison Dior, dans un geste de réparation et de reconnaissance, m'offrit la bourse et le stage qu'elle m'avait injustement retirés. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. D'autres maisons de couture prestigieuses, touchées par mon histoire et mon audace, me firent des propositions alléchantes. Mon téléphone ne cessait de sonner. Mes parents et Théo étaient fous de joie et de fierté. Ma mère pleurait des larmes de bonheur. Mon père serrait ma main avec une force que je ne lui connaissais pas. Théo, lui, me regardait avec une admiration sans borne. « Tu as gagné, Léa, tu as gagné !» La remise des diplômes fut reprogrammée, en présence des nouvelles autorités de l'école. Cette fois, je reçus mon diplôme sous les applaudissements nourris de mes camarades et d'un public acquis à ma cause. La bourse Dior fut officiellement annoncée et je fus célébrée comme l'étudiante la plus méritante de ma promotion. Mais ma victoire dépassait largement cette reconnaissance personnelle. Elle était celle de tous les talents bafoués, de toutes les voix étouffées. Mon acte avait ouvert la voie à une nouvelle ère, une ère où le mérite et la créativité primeraient sur l'influence et l'argent. Je savais que le chemin serait encore long, que le monde de la mode restait un milieu complexe et parfois impitoyable. Mais j'avais prouvé que même une jeune femme issue d'un milieu modeste pouvait défier un système corrompu et en sortir grandie. La nouvelle réalité était celle d'une justice restaurée, d'une intégrité retrouvée. Mon rêve, brisé un instant, était revenu, plus fort, plus éclatant. Et cette fois, personne ne pourrait jamais me le retirer. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour mémorable. 2 ans qui ont transformé ma vie, ma carrière et ma perception du monde. Léa Moreau, la jeune femme du 19e, est aujourd'hui une étoile montante de la mode parisienne. Mon stage chez Dior fut une expérience enrichissante, un tremplin qui m'a permis de déployer ma créativité. J'y ai appris l'excellence, la rigueur et la passion. Mon style, ce mélange d'élégance parisienne et de modernité urbaine, a trouvé sa place. J'ai eu l'opportunité de collaborer avec des grands noms, de présenter mes propres collections et de voir mes créations défiler sur les podiums les plus prestigieux. Aujourd'hui, j'ai mon propre atelier à Paris, un petit écrin de création où je dessine et confectionne des pièces uniques. Mes parents n'ont plus à travailler, ils profitent d'une retraite bien méritée. Théo, mon petit frère, a pu suivre les études de son choix, inspiré par mon parcours. Il est mon bras droit, mon premier soutien, toujours là pour me rappeler d'où je viens. L'Es Mode, mon ancienne école, a changé. Elle est devenue un modèle de transparence et de diversité. De nombreux étudiants issus de milieux modestes ont désormais leur chance, portés par une politique de bourse et de mentorat. Mon histoire est enseignée comme un cas d'étude, un exemple de courage et d'intégrité. Le proviseur du bois est devenu un lointain souvenir, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Chloé, elle, a disparu de la scène de la mode. On dit qu'elle a tenté de se reconvertir dans d'autres domaines, mais que son nom reste irrémédiablement lié au scandale. Son talent, si elle en avait, a été étouffé par son arrogance et sa paresse. Je me souviens souvent de ce jour de remise des diplômes, ce moment où mon rêve a failli s'écrouler, ce moment où j'ai trouvé la force de me lever, de prendre le micro et de prononcer cette phrase qui a tout suspendu. Ce n'était pas seulement une accusation, c'était un cri de justice, un cri d'espoir. Je m'assois parfois à la terrasse d'un café parisien, mon carnet de croquis à la main, observant la vie, les gens, les couleurs de ma ville. Je me rappelle mes débuts, mes doutes, mes luttes. Je n'ai jamais oublié d'où je viens, ni les sacrifices de ma famille. Cette humilité est ma force, ma boussole.
La mode, pour moi, est bien plus qu'un métier. C'est un moyen d'expression, un art, un langage. C'est aussi une responsabilité. La responsabilité de défendre l'authenticité, la créativité, l'intégrité. La responsabilité de donner leur chance aux talents, quelle que soit leur origine. Le jour de ma remise de diplôme, le proviseur a soufflé. Votre place a été attribuée ailleurs. Il pensait m'anéantir, mais en me volant mon rêve, il m'a donné l'opportunité d'en construire un plus grand, plus fort, plus juste. J'ai pris le micro, et ma seule phrase a tout suspendu. Elle a suspendu le temps de l'injustice pour laisser place au temps de la vérité. Ma vie est la preuve que la créativité ne s'achète pas. Elle se cultive, elle se défend, elle se révèle, et qu'elle peut changer le monde, un croquis, une coupe, une phrase à la fois.